Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de recherche opérationnelle sur la thématique de la prison. Un chat est mis à votre disposition pour pouvoir poser vos questions tout au long des présentations et nous y répondrons à la fin des interventions des présentateurs. Donc aujourd'hui, nous allons traiter d'intervention en milieu carcéral. Que l'on soit chercheur ou associatif, en fait, intervenir en prison n'est pas toujours aisé. Nous devons faire face à des démarches administratives complexes, à des réticences de l'administration pénitentiaire ou du personnel et aussi des personnes placées sous main de justice. Aujourd'hui, ce webinaire vous présentera les expériences d'un chercheur qui souhaitait réaliser une recherche au sein de prisons françaises et vous aurez une présentation de l'expérience d'une association de lutte contre le VIH pour mettre en place des actions de prévention au sein des prisons togolaises. Nous allons accueillir Johan Conan, qui est médecin infectiologue au CHU de Tours et qui a souhaité mettre en place une recherche au sein de plusieurs prisons en France, et Fabrice Allega, qui coordonne le programme d'intervention en prison pour l'association Espoir Vie Togo, qui, comme son nom l'indique, intervient au Togo et au sein des prisons togolaises. En fin de présentation, une synthèse sera faite, des échanges sera réalisé par Rida Nouyat, qui est responsable de la thématique prison, milieu carcéral au sein de SIDAction. Donc, je vais laisser dès à présent la parole à Johan pour la première intervention au sein des prisons françaises. Johan, c'est à toi. Hop, merci Thibaut, et merci pour l'invitation. Comme Thibaut m'a présenté, du coup, Johan Conan, médecin infectiologue au CHU de Tours, actuellement chef de clinique des universités, assistant hospitalier. J'ai mené un travail donc que j'ai conduit sur l'année 2023, qui touchait à la question de la santé sexuelle, la prévention diversifiée des infections par le VIH, les hépatites et les IST, et la réduction des risques en milieu carcéral, un travail que j'ai fait dans le cadre d'un Master 2 de promotion de la santé et prévention que je suivais à l'École des hautes études en santé publique, le HESP, à l'Université de Rennes, et au sein du laboratoire IAM, qui parle pas mal de questions de maladies infectieuses. Le plan pour la présentation d'aujourd'hui, c'est décliné en 3 parties. Comment on arrivait à initier cette recherche et qu'est-ce qui nous a motivés pour le faire. Ensuite, comment on s'y est pris pour faire de la recherche en milieu carcéral. Et enfin, une présentation rapide des résultats qu'on a pu obtenir. Comment la recherche a été initiée? Du coup, on est parti d'un contexte, un contexte qui était celui de l'année 2023. Au 1er janvier, on avait 72 000 prisonniers dans les établissements pénitentiaires français, ce qui fait environ 1 personne sur 1000 pour la population française. Et ces 72 000 prisonniers, ça a été réparti dans 185 établissements pour environ 60 000 places opérationnelles, ce qui faisait une densité carcérale, ce qu'on appelle classiquement la surpopulation, de 119% à ce moment-là. Ce qui est important à noter aussi, c'est qu'un quart de la population carcérale est prévenue, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore été jugée. Donc on a 25% de ces personnes qui sont emprisonnées mais sans jugement. Ce chiffre, c'est un chiffre qui est en augmentation régulière. Si on regarde sur des chiffres un peu plus récents, et notamment de ce mois-ci, on a dépassé la barre des 80 000 personnes. Il y a 2 nouveaux établissements qui ont été inaugurés depuis l'étude, et la densité actuelle est plutôt autour de 130% que les 119 d'il y a un an. Donc quelque chose qui augmente beaucoup et de manière très régulière sur ces dernières années, sauf la période Covid où il y avait eu une petite baisse, mais autrement on voit une augmentation régulière. Ce contexte aussi, c'est celui de la question de la santé et de la prévention en prison. Ça, c'est une mission qui a été ramenée sous le giron du ministère de la Santé et donc des centres hospitaliers. Et particulièrement dans les centres hospitaliers, il existe des services qui s'appellent les unités sanitaires en milieu pénitentiaire, qui sont des services délocalisés des hôpitaux au sein des établissements, et qui sont en charge de ces questions à la fois de santé, donc des soins curatifs, mais de mise en place aussi de programmes de prévention qui doivent être portés par le centre hospitalier, inscrits au projet régional de santé de l'ARS et déclinés dans les établissements de la région. Ces missions, elles sont guidées par un guide méthodologique qui est produit de manière conjointe entre les ministères de la Santé et le ministère de la Justice, et qui décline de manière un peu plus opérationnelle ce qu'il faut, mais aussi quelles sont les pistes ou les stratégies et les recommandations à mettre en place, à la fois en termes de soins curatifs et de prévention dans les prisons.
On sait que les populations en prison sont des populations qui sont particulièrement exposées aux maladies transmissibles. Pour ça, on avait notamment l'étude Prévacar en 2010 qui s'intéressait tout particulièrement à la prévalence du VIH et des hépatites au sein de la population carcérale et qui rapportait des taux de prévalence qui étaient nettement plus élevés dans la population carcérale que dans la population libre. Et enfin, la faiblesse, enfin, la littérature et la revue de littérature qu'on a pu faire montrait une faiblesse des stratégies de prévention et de réduction des risques, et notamment l'enquête qui avait été réalisée par, enfin, sur le projet ANRS Pride en 2009, et qui montrait qu'il y avait une très faible application par les établissements des recommandations, à la fois des recommandations nationales du guide méthodologique, mais également les recommandations internationales qui étaient éditées par l'OMS et l'ONU. Donc, en refaisant un petit peu cette question de la littérature, on a observé qu'il n'y avait pas de données récentes et qu'avec ces 2 études, Prévacar, ANRS, depuis, on n'avait pas vraiment remis à jour ce qui se passait. Et on n'avait pas non plus d'explication sur pourquoi on avait cette faible application. Il y avait des auteurs de ANRS Pride qui émettaient notamment des pistes, des hypothèses sur les freins qu'avaient pu rencontrer des porteurs de projets, mais on n'avait pas une étude qui allait chercher un petit peu pourquoi on n'arrivait pas à mettre en place des mesures de prévention et de réduction des risques qu'on arrive à mettre en place en milieu libre. Le contexte aussi, c'est des recommandations françaises qui n'ont pas été actualisées de manière récente, malgré le fait qu'on a un recul beaucoup plus long sur l'utilisation de certains outils de réduction des risques, notamment les programmes d'échange de seringues, ou que dans l'intervalle, depuis 2009, des nouveaux outils aussi ont pris leur place dans la stratégie de réduction, par exemple la PrEP, la prophylaxie pré-exposition pour le VIH. Donc ça a amené à élaborer notre question recherche sur quels étaient ces freins au développement de ces programmes. À partir de là, on a défini différents objectifs de recherche. Un objectif principal qui était donc du coup d'identifier les freins pour répondre à notre question principale de recherche, et des objectifs secondaires qui venaient aussi se réancrer en tout cas cette étude sur les freins en réactualisant les données, donc renouveler l'état des lieux des pratiques, parce qu'on n'avait pas de données récentes sur ce qu'il y avait depuis 2009 et depuis qu'on avait fait l'état des lieux sur le fait que les stratégies étaient peu appliquée, qu'est-ce qui s'était passé? On n'avait pas cette vision-là, donc on a voulu la renouveler et éventuellement identifier des leviers d'action et objectiver les représentations des soignants vis-à-vis de la prévention et de la réduction des risques. Du coup, sur la partie un peu plus opérationnelle, comment on s'y est pris pour faire de la recherche en milieu carcéral? On a décidé de travailler en méthode mixte. On a réalisé du coup une étude quantitative et une étude qualitative qui ont été menées de manière concomitante avec un recueil qui était simultané sur l'année, c'est-à-dire que je n'ai pas fait l'une puis l'autre. Voilà, par moment j'étais sur l'étude quantitative, d'autres moments sur l'étude qualitative. Donc un recueil qui a été simultané mais séparé malgré tout, c'est-à-dire que je n'ai pas mélangé les données avant analyse. Sur l'étude quantitative, du coup, on a réalisé une étude épidémiologique transversale et qui reposait sur un questionnaire qui a été hétéro-administré, donc que j'ai fait passer aux différentes personnes interrogées et qui explorait 11 thématiques en lien avec la prévention et la réduction des risques. Ces questionnaires ont été remplis au cours d'entretiens qui durent environ 40 minutes et qui ont été faits soit par téléphone ou en visio, soit directement en présentiel quand c'était possible. L'objectif était d'en remplir un par unité sanitaire. À partir de là, on a réalisé une analyse descriptive des données, on les a compilées dans un score d'adhésion, qui était un score d'adhésion aux recommandations, à la fois les recommandations nationales et internationales dont j'ai parlé juste avant. Et ce score a été construit à partir de celui qui avait déjà été fait dans l'étude ANRS Pride, de manière à avoir une comparabilité des données et d'essayer de voir un petit peu comment on avait avancé depuis 2009. Pour l'étude qualitative, on avait 3 sources de données, des entretiens individuels, semi-dirigés, qui avaient été réalisés de manière privilégiée sur les lieux de travail directement des personnes concernées, donc soit des soignants, soit des associations, soit des experts, ou en visio quand c'était pas possible, et qui venaient explorer les particularités de l'intervention en prison et les freins perçus à cette intervention. Donc ces entretiens qui duraient entre 45 minutes et 1h30. On a aussi réalisé des observations sur site où je me déplaçais directement dans des établissements pénitentiaires et avec des demandes d'accès qui étaient pour le coup réalisées uniquement via les USMP. Je reviendrai un petit peu plus sur ça plus tard. Mais c'était les unités sanitaires qui demandaient les autorisations. Et moi, je me présentais sur place comme un interne, sans forcément parler de la recherche ou du statut de chercheur, de manière à être identifié comme un soignant. Je viendrai réexpliciter ce choix un peu plus tard aussi.
Ça impliquait du coup que je ne prenne pas de notes, pendant, mes observations sur site pour ne pas trahir ma posture de soignant et donc pour, la récolte des données, je traduisais tout de suite dès la sortie, les points saillants, que j'avais pu observer et je rédigeais derrière un récit d'observation a posteriori. Ces observations, elles étaient mixtes, c'était soit l'observation spontanée où j'étais simple spectateur de scène, soit des observations provoquées où je créais la discussion avec des surveillants, avec des personnes qui travaillaient dans l'établissement, de manière à trouver moi-même des informations et des fois, ça pouvait être participant aussi, où j'ai pu participer à l'activité de soins directement et observer de ce positionnement-là. Enfin, il y avait des notes, que j'ai pris au cours du recueil épidémiologique et qui permettaient de compléter un petit peu le questionnaire, quantitatif et d'aller un petit peu au-delà. À partir de là, on a fait une analyse phénoménologique et on a identifié différents thèmes et tout ça, on les a mis en commun, après avoir fait une analyse séparée, on a mis en lien, les différentes analyses et ce choix des méthodes mixtes, on l'a trouvé pertinent à la fois, parce que le qualitatif allait être un meilleur outil pour nous pour permettre d'identifier les déterminants qui se présentaient sur, pourquoi on arrive ou pourquoi on n'arrive pas à mettre en place, des actions de prévention et de réduction des risques en prison et le quantitatif apportait une force, une puissance par rapport, à l'actualisation des données pour avoir une vision un peu plus globale et permettre de reconnecter l'étude qualitative à l'état actuel des pratiques. Les freins et opportunités qu'on a pu observer, le défi, de l'accès, l'accès aux lieux, l'accès aux personnes. Les prisons sont des institutions fermées, des institutions totales et c'est un lieu de pouvoir de l'administration pénitentiaire dont l'accès, aux lieux et aux personnes est réglementé. Que ce soit pour les interroger, que ce soit, pour mettre en place une intervention, tout est réglementé et tout nécessite, d'être anticipé pour pouvoir le faire. Il y a des inégalités d'accès aussi à ces lieux et d'accueil en fonction du statut et ça, c'est des choses que j'ai pu observer où, par exemple, c'était quand même plus facile de me présenter en tant que médecin qu'en tant que chercheur parce que le médecin, en tout cas le soignant, est une figure connue au sein de l'établissement pénitentiaire et qui, suscite pas de méfiance, dans sa posture et dans ses interactions. Il y a aussi une grosse importance de la hiérarchie, donc quand on se pose la question de l'accès, il faut toujours penser aux différentes échelles, à la fois l'échelle locale avec l'établissement, à la fois l'échelle régionale, on va dire, avec la direction interrégionale, qui peut, avoir aussi son mot à dire, dans l'accès et puis ça peut même aller jusqu'au national avec, par exemple, le laboratoire de recherche de la direction des affaires pénitentiaires avec lequel on a un peu travaillé. Il y a peu d'accès, direct aux prisonniers en dehors d'interactions spécifiques, donc l'éducation, soins. Donc si on a envie d'accéder, notamment aux personnes emprisonnées directement, pour faire la recherche, ça c'est des freins dont il faut tenir compte. Les préjugés ensuite, il faut faire attention à la manière dont on transpose les préjugés qu'on peut avoir sur, le milieu pénitentiaire dans la construction de la recherche et de l'intervention. C'est un milieu qui est peu connu, peu accessible et on a des possibilités très restreintes de participation, à la fois pour mettre en place des interventions, mais pour faire participer les prisonniers. Donc il y a un risque important d'être à côté des besoins et des vécus et ça, c'est des choses qu'il faut anticiper quand on veut préparer un projet de recherche également. Les populations au sein de la prison sont diverses. À la fois, ça pose la question de qui on interroge. Est-ce qu'on interroge des prisonniers? Est-ce qu'on interroge des surveillants? Est-ce qu'on interroge des directeurs? Est-ce qu'on interroge des soignants? Tout ça, c'est un périmètre qu'il faut fixer et qui nécessite de faire des choix et donc de renoncer à d'autres choses. Et il faut se dire que, l'accès, aux personnes autres que le pénitentiaire et les prisonniers, donc par exemple, si on veut accéder à des soignants, des associations, des experts qui interviennent en prison, là, on n'a pas de nécessité de validation du pénitentiaire parce qu'on sort de la notion de la hiérarchie et que les ministères, par exemple, pour les soignants, les ministères de tutelle vont être différents ou va pas y avoir de ministère de tutelle si on cherche à avoir des associations. Donc quand on choisit un public qui est extérieur, à la fois au personnel pénitentiaire et aux personnes prisonnières et ben, on peut peut-être avoir plus de facilité d'accès, et donc ça peut permettre d'ouvrir certaines portes et c'est un des choix qui a été fait pour ce travail. Mais il y a quand même un intérêt malgré tout de s'allier au pénitentiaire parce que, quand le projet a été accepté, ça laisse quand même plus de possibilités. Il faut aussi penser que ces publics ne sont pas un bloc homogène et on va y avoir des intérêts différents selon l'interlocuteur et même au sein, par exemple, si on peut faire un gros bloc de population qui va être, le pénitentiaire, mais en fait, les surveillants, les directeurs, les directions enfin les administrations, le ministère, tout le monde ne va pas avoir les mêmes intérêts et la posture du chercheur ou, du soignant, peut, représenter à la fois, une menace ou une opportunité en fonction du rôle. Par exemple, quand on avait travaillé et qu'on avait présenté le projet à la direction des affaires pénitentiaires à leur laboratoire de recherche et d'innovation, ils étaient très intéressés, par le fait, qu'un chercheur, soignant veuille aller intervenir en prison
Et par contre, ça a créé des freins quand les demandes d'autorisation ont pu être faites aux directions interrégionales plus bas pour laisser l'accès à des personnes, et notamment à des personnels pénitentiaires qu'on voulait interroger, mais qu'on n'a pas pu faire parce que finalement la direction interrégionale a été bloquante. Donc tantôt on peut être identifié comme une menace, tantôt comme une opportunité. Il n'y a pas un bloc homogène dans ces populations. Et du coup, toutes ces questions-là, ça nécessite de prendre en compte le temps pour les démarches, parce que la validation par l'administration pénitentiaire fait appel à cette hiérarchie et ça peut prendre beaucoup de temps. Le temps de la recherche ensuite, c'est un grand investissement justement de devoir faire toutes ces démarches, de pouvoir anticiper les différentes problématiques, les différentes questions d'accès. Et ça va être une des grosses limites sur le fait d'intervenir en prison. Par exemple, moi, l'étude que j'ai pu mener, je l'ai menée seule, mais dans le cadre d'une année que j'avais pris en disponibilité pour faire de la recherche. Donc en termes de reproductibilité, c'est quand même assez complexe parce que ça reste un travail à temps plein. Si on veut pouvoir reproduire de manière fiable ce genre de choses, ça pose la question des financements derrière. Il faut savoir que la recherche en prison n'est pas un axe qui est favorisé ni par les politiques publiques, parce qu'il y a quand même une mauvaise image derrière le milieu pénitentiaire et c'est pas forcément un milieu d'intervention prioritaire. Et les financements privés non plus, c'est pas quelque chose sur lequel il est simple de trouver parce qu'il n'y a pas énormément d'enjeux derrière pour des financeurs privés non plus. Donc tout ça, c'est des questions qui sont à considérer pour faire de la recherche. Ensuite, la question de la posture de chercheur versus la posture de soignant, donc j'ai déjà un petit peu parlé. C'est pas la même perception qu'on va avoir à la fois des personnels des administrations pénitentiaires, des personnels des administrations sanitaires et des prisonniers. Et donc ça pose la question de quelle posture je vais prendre et en fonction de cette posture, de quelle manière je vais faire avec ou contourner l'administration pénitentiaire pour mener ma recherche et notamment en passant, ce que je vous disais, par des personnes qui n'ont pas nécessité de validation par le ministère de la Justice et donc qui permettent peut-être d'être plus facilement accessibles. Ça pose aussi la question du lieu du recueil. Est-ce qu'on choisit de faire du recueil en dehors de la prison ou dans la prison? Moi, j'ai essayé de favoriser, dès que je le pouvais, le fait de faire du recueil directement dans la prison, même si ça me permettait d'avoir moins d'outils, mais ça me permettait aussi de découvrir les lieux, d'habiter un peu plus et de rendre un peu plus concret la réalité et les vécus qui m'étaient rapportés. Mais par moment, on peut aussi se dire que faire un recueil en dehors de la prison facilitera en tout cas la démarche de recherche parce qu'il posera moins la question de ces questions de l'accès au lieu et de l'entrée dans la prison. Et une forme de paradoxe de la recherche en prison que je voulais souligner, parce qu'on va beaucoup nous ramener le fait qu'il manque de preuves pour mettre en place des interventions en prison, mais en même temps, on a l'impossibilité de créer ces preuves-là parce qu'on n'a pas la possibilité d'expérimenter et de faire de la recherche interventionnelle ou de la recherche-action directement en prison, c'est très compliqué. Donc on est tendu par ce paradoxe. Et enfin, la dernière opportunité, c'est du questionnaire au questionnement, c'est-à-dire que le fait de venir faire de la recherche en prison, on va créer un questionnement sur les pratiques et ce qui peut mener ensuite à de l'action. Et ça, c'est un truc que j'ai pu observer, notamment des soignants qui me disaient qu'après le passage et après avoir passé le questionnaire, ça leur avait donné des idées sur des actions à mettre en place dans leurs unités. Concernant les démarches, il y a les démarches classiques de recherche, donc la rédaction des protocoles, le recours à un comité d'éthique si besoin. Il y a une grosse démarche de réseau et qui, si elle est faite, facilite énormément le travail. Donc là, notamment, je remercie SIDA-Action qui m'a beaucoup aidé, notamment en me partageant les contacts avec les différentes unités sanitaires, ce qui m'a permis de faciliter mon contact avec le public enquêté. La direction des affaires pénitentiaires qui a voulu être aidante, même si finalement ça n'a pas abouti, mais quand on a voulu ajouter dans le public cible des personnels pénitentiaires, ils nous ont accompagnés un petit peu sur les démarches, ils ont fait les demandes directement aux directions interrégionales, et après ça n'a pas donné. L'APSAP, qui était l'association des professionnels de santé exerçant en prison, qui a été aussi soutenante et a pu aider, les Corévi, les coordinations de lutte régionales de lutte contre le VIH. Donc toute cette démarche de réseau qui est importante, qui prend du temps, mais qui permet d'en faire gagner en fait après parce que ça ouvre des portes. Les questions des demandes d'autorisation, il faut bien se poser la question de l'échelle à laquelle il faut faire ces demandes d'autorisation, sachant qu'il y a des choses qui vont se passer en local, des choses qui vont se passer en régional, des choses qui vont se passer en national. Ça va dépendre un petit peu de la portée de l'étude qui veut être menée, mais en sachant que tous ces échelons, de toute façon, communiquent et il y a une hiérarchie. Donc finalement, pour développer un projet de recherche, il est possible que le local doive remonter au régional ou alors que quelque chose du national descende vers du régional. Enfin voilà, il y a une interconnexion, mais c'est important de bien cibler où faire les demandes d'autorisation parce que c'est des démarches qui prennent beaucoup de temps et on peut en perdre beaucoup s'il y a des navettes qui se passent. Il y a des autorisations d'accès selon le public, ce que je disais, pour accéder au public prisonnier ou au public
personnel pénitentiaire, ça prend du temps aussi parce qu'ils ne sont pas libres de vous répondre, contrairement aux soignants, aux assos. La question de l'accès du matériel de recherche ou du matériel d'intervention, si on veut faire de la recherche-action ou de la recherche interventionnelle, on ne peut pas rentrer avec un micro, enfin un magnéto dans une prison sans en faire les demandes au préalable. Donc ça, c'est des choses qui sont anticipées aussi. Et si on fait de la recherche interventionnelle avec une action de prévention, pareil, il faut faire les demandes pour faire rentrer son matériel d'intervention. Et enfin, toutes les démarches de contact du public enquêté, qui sont des démarches qui peuvent prendre beaucoup de temps. Par exemple, dans le cas de ma recherche, qui était de contacter toutes les unités sanitaires, d'organiser des relances, de diversifier les contacts quand j'avais pas de réponse sur les premiers. Donc voilà, c'est toutes ces démarches-là qui ont dû être mises en place. Et pour finir, je conclue très rapidement avec quelques résultats rapides de la recherche. Donc du coup, on a 87 unités sanitaires qui ont répondu, ce qui nous faisait à peu près la moitié des établissements qui avaient une unité sanitaire. Ça correspondait à 44 000 prisonniers, soit 61% de la population carcérale à ce moment-là. On avait une densité moyenne sur les établissements interrogés de 121% et un turnover qui était assez important, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on renouvelait la population carcérale sur un an. J'ai pu réaliser 16 entretiens avec les soignants, des associations, des experts. J'ai pu réaliser 10 visites sur site et à partir de ces données-là, j'ai sorti des résultats généraux sur ce qu'ils faisaient, donc par rapport aux différents indicateurs qui ont été interrogés et le score d'adhésion qui avait été fait sur ANRS Pride. Et ce qu'on voit, c'est quand même plus de 10 ans après l'étude ANRS Pride, la place de la prévention et de la réduction des risques en prison a peu évolué. On avait une globale stagnation, voire une régression qui était notamment très forte sur tout ce qui était action d'information et de promotion en santé. Une régression aussi sur la question des dépistages. Et là, on voyait quelques augmentations. C'était notamment en lien avec le fait qu'il y a quelques programmes d'échange de seringues qu'on puisse développer, mais ça restait quand même assez à la marge. Et on voit les scores d'adhésion, au final, ils étaient très faibles. 4 sur 9 pour l'adhésion aux recommandations nationales en médiane et 2 sur 8 pour l'adhésion aux recommandations OMS, et donc internationales. Les établissements adhéraient assez peu au final aux recommandations et qui pourtant sont pas très demandantes. Quelques autres chiffres rapides, le taux de dépistage à l'entrée qui est censé être proposé à tout le monde pour le VIH, on était à 45%, pour les PCR, IST, chlamydia, gonocoque, on était à 26%. Le rendu des résultats négatifs était réalisé que dans 54% des unités sanitaires. On avait des TROD, des tests rapides d'orientation diagnostique seulement dans 30% des USMP, assez peu de vaccination anti-VHB, encore moins de vaccination anti-HPV. Le fait d'avoir des kits de démarrage dans les unités sanitaires pour les traitements post-exposition au VIH, c'était dans moins de la moitié des unités sanitaires. La PrEP, on a vu seulement 23 prescriptions en tout sur l'année 2022, dans 8 unités sanitaires différentes. Sur le fait de mettre en place des programmes d'échange de seringues, on avait 5 unités sanitaires qui le faisaient correctement. Sur le fait de mettre accès préservatifs et lubrifiants, c'était seulement la moitié des établissements qui le faisaient bien aussi. Sur le signalement des violences sexuelles, un établissement sur 5. Et pour l'accès à la contraception d'urgence dans les établissements qui accueillent des femmes, on n'avait que la moitié. Donc, on est encore bien loin d'une stratégie aboutie et efficace. Et enfin, pour finir, les freins identifiés, mais je vais aller très vite dessus aussi, c'était principalement le manque de moyens et de soutien. La santé carcérale, c'est un exercice assez récent. Il y a eu de nombreuses injonctions qui étaient à la fois parallèles et contradictoires à sa création, et les contraintes finalement du service public qui s'y prêtent, donc avec peu de moyens qui étaient mis dessus. Des cultures des soins qui sont vraiment très orientées vers le curatif plutôt que vers le préventif, ce qui fait qu'on priorise les soins curatifs aux soins préventifs par manque de temps et de personnel. Les flux et densités dans la prison, la surpopulation d'une part, mais aussi les flux professionnels qui fragilisent la pérennité des interventions. La dimension sécuritaire qui est un frein vraiment à l'expérimentation, à l'intervention. Enfin, le temps des soignants qui n'est pas aligné sur le temps carcéral et le temps des prisonniers. La question des tabous vis-à-vis des questions de sexualité, le manque de participation des prisonniers et le fait qu'on ne les implique pas dans les programmes de prévention. Et enfin, le problème de coordination avec une très grosse dispersion de l'action, des répétitions, une absence de pilotage qui faisait que l'action s'épuise et n'est pas efficace non plus. Voilà, pour conclure, Prison Health is Public Health, il est important de se poser les questions de ce qui se passe en prison, parce que finalement, ça va avoir un impact sur la santé globale. Il faut, à mon sens, réduire le nombre de prisonniers pour pouvoir être plus efficace sur la manière de faire de la santé et de la prévention, et dépasser le principe d'équivalence qu'on nous rabat, parce que je pense qu'il faut une intervention supérieure au milieu général, et pas simplement une intervention équivalente. Voilà pour ma présentation.
Merci beaucoup, Johan, pour cette présentation. Je pense que c'était très clair. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre sur la seconde présentation et de conserver le temps des questions en fin d'intervention. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions tout au long des présentations dans le chat qui est dédié à cela. Nous les notons et nous les partagerons en fin d'intervention. Maintenant, je laisse la parole à Fabrice. Et donc, je m'en vais donc faire la présentation des interventions de l'ONG Espoir Vitogo au niveau de la prison civile de Lomé. Donc, notre intervention va prendre en compte une petite introduction. On parlera des démarches administratives pour intervenir à la prison. Nous aborderons aussi les besoins des personnes incarcérées, les activités réalisées par l'ONG Espoir Vitogo, les freins à la mise en œuvre des activités, les opportunités également seront abordées. Nous parlerons de quelques résultats et impacts de nos interventions et nous finirons avec une conclusion. Donc, en guise d'introduction, il faut retenir que l'ONG Espoir Vitogo est un acteur communautaire important dans la lutte contre le VIH au Togo et en termes d'intervention en milieu carcéral, nous sommes présents depuis plus de 20 ans, mais il faut noter qu'il s'agissait des actions ponctuelles. Ponctuelles, c'est-à-dire que c'est à des dates spécifiques, à des moments précis que nous menons ces interventions-là, notamment comme exemple, au cours de la Journée mondiale de lutte contre le sida, par exemple, nous menons des actions de dépistage et sensibilisation. Et donc, spécifiquement, les interventions ont été plus régulières à partir de 2021 avec le soutien du Fonds mondial, et ceci au niveau de l'antenne de Espoir Vitogo qui est dans la région centrale, plus précisément dans la ville de Sokodé. En ce qui concerne la prison civile de Lomé, donc c'est grâce au soutien de SIDAction que nous menons des interventions donc plus régulières à partir de 2023. Spécifiquement par rapport à la prison civile de Lomé, il faut dire que c'est la plus grande prison parmi les 15 prisons que compte le Togo. Nous parlons de 15 prisons en intégrant le centre d'accès au droit et à la justice pour les enfants, c'est-à-dire que la prison pour les mineurs. Et donc, c'est ça qui s'ajoute et ça fait 15 prisons au total. Et donc, la prison civile de Lomé est construite depuis l'époque coloniale pour une capacité d'environ 600 personnes, plus précisément 666 personnes. Mais à ce jour, on note une surpopulation carcérale. Donc, on a plus de 2000 détenus qui sont répartis dans 48 cellules. Nous avons 4 cellules pour les femmes et puis 44 cellules pour les hommes. Précisons aussi que dans toutes les prisons au Togo, nous avons un quartier pour les femmes et puis un quartier pour les hommes, pour des raisons que vous savez certainement. Et donc, la prévalence du VIH en milieu carcéral est de 3,8% contre 1,6% au niveau de la population générale. Quelles ont été nos démarches auprès de l'administration pénitentiaire pour intervenir à la prison? Toute personne physique ou morale qui veut mener une intervention à la prison doit introduire une demande à la direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Et cette direction, donc, nous répond à la demande par un courrier qui vous autorise à mener les interventions ou pas. Et la durée de l'autorisation est de 12 mois, une année, renouvelable si vous le souhaitez. Et donc, cette autorisation, une fois que vous l'avez, il faut faire plusieurs copies et puis donner une copie au régisseur qui aussi donne une copie au chef des surveillants de prison
Et c'est cette autorisation aussi qu'il faut présenter à chaque fois que nous devons nous rendre sur le site pour mener une intervention. Et donc, l'autorisation est présentée pour le cas de la prison civile de Lomé à trois postes de contrôle, ce qui donne accès finalement au site qui nous permet de mener les activités à l'endroit des détenus. Après l'autorisation, il y a un certain nombre de règles aussi qu'il faut respecter. Notamment, il est interdit de se livrer à des actes de violence sur les détenus. Il est également interdit d'user à leur égard de dénominations injurieuses. Il est interdit de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux des dons, prêts ou avantages quelconques. Également, il est interdit de se charger pour eux de commissions, de faciliter toute transmission de correspondance. Et sur ce dernier point spécifiquement, on remarque souvent que à la fin de nos interventions, il y a des détenus qui s'approchent pour vous transmettre un contact, pour vous donner une commission pour un parent et autres. Évidemment, ce que nous refusons, et une fois que quand même toutes ces règles sont respectées, tout se passe bien en termes d'intervention. Voilà. Alors, quels sont les besoins des personnes incarcérées? Nous avons regroupé les différents besoins en plusieurs grands points. Il y a le besoin en termes d'accès aux soins, de jour comme de nuit. L'infirmerie de la prison civile de Lomé est ouverte, fonctionne, disons, pendant la journée uniquement. Donc, c'est vraiment un besoin d'avoir accès aux soins de jour comme de nuit au sein de la prison civile de Lomé. Il y a le besoin alimentaire et donc l'administration pénitentiaire offre un seul repas par jour, généralement le déjeuner. Et donc, les détenus, ceux qui veulent avoir plus de repas, et donc ils le font à leurs frais pour ceux qui ont les moyens. Il y a un besoin en matériel d'hygiène, de façon générale. Notons que à la prison, l'accès à l'électricité, à l'eau est gratuite, mais c'est parfois, en tout cas spécifiquement, pour l'eau, c'est parfois conditionné par rapport à l'organisation interne même au sein des détenus. Donc, il y a aussi des besoins en kit d'hygiène. La question de la surpopulation pose effectivement un problème de logement également. Et il y a le problème de réinsertion des détenus qui sont arrivés à la fin de leur peine et qui sont libérés. Selon un rapport de ACAT Togo, donc on note qu'il y a un taux de récidive de 47% à Lomé. Et ce taux est plus élevé au niveau des autres prisons. Toujours en termes de besoins spécifiquement en matière de lutte contre le VIH, il y a le Programme national de lutte contre le sida qui a aussi publié un rapport issu d'une enquête sentinelle de seconde génération et qui ressort les besoins spécifiques des détenus sur les questions de VIH et de sida. Et au nombre de ceux-ci, nous avons tiré, par exemple, l'insuffisance de sensibilisation sur le VIH et les IST, l'absence de programme de distribution de gel, le partage de seringues usagées entre les consommateurs de drogue. Il y a en outre une insuffisance de dépistage VIH et des IST. Il y a également une absence de programme de prophylaxie pré-exposition et de prophylaxie post-exposition. Il y a une persistance d'attitudes discriminatoires à l'encontre des PVVIH. Et donc, c'est ce que dit le rapport du Programme national de lutte contre le sida. Et donc, par rapport à tout ça, Espoir Vie Togo mène plusieurs activités
donc à l'endroit des détenus au sein de la prison civile de Lomé. Donc, il a organisé des causeries éducatives pour sensibiliser les détenus sur les questions du VIH, des IST. Nous offrons aussi des consultations et la prise en charge des IST et VIH. Il est offert aussi le test de dépistage est également proposé et réalisé. Nous intervenons en matière d'hygiène en distribuant non seulement des kits d'hygiène, mais également en participant, en contribuant au lavage des polytanks qui fournissent de l'eau à tous les détenus, à toute la prison, y compris les surveillants de prison. Et puis, nous faisons aussi des formations sur la préparation de savon liquide. Cette activité spécifiquement a deux objectifs. D'abord, de permettre aux détenus d'initier une activité génératrice de revenus quand ils sont en fin de peine et libérés. Donc, et la deuxième chose, c'est que les savons qui sont préparés durant leur formation leur sont distribués pour leur usage propre, pour l'ensemble des cellules, pour l'ensemble des détenus. Nous intervenons aussi dans l'achat de médicaments et dans la réalisation des bilans pour les PVVIH qui sont à la prison et nous faisons aussi la dotation de kits alimentaires. Donc, en termes de freins pour la réalisation des activités, il y a au démarrage de nos actions à la prison civile de Lomé l'année dernière, il y avait donc une certaine méfiance des détenus quand nous présentons pour réaliser les activités de sensibilisation. Disons qu'ils étaient un peu réservés, oui, par rapport à quand on arrivait pour des échanges. Mais cette méfiance, au fil des mois, a donné place plutôt à la confiance et ils sont plus ouverts. Il y a des formalités qui sont contraignantes à remplir à chaque visite, notamment le passage des points de contrôle. Le temps consacré varie. Parfois, ça se passe rapidement, mais il y a des moments aussi où on attend l'autorisation de telle personne. Il faut régler telle question d'abord. Ça prend vraiment du temps, donc, avant de pouvoir accéder au site. Donc, l'aspect sécuritaire prédomine vraiment dans le milieu. Il y a aussi le fait que les détenus en fin de peine sont libérés, ce qui entraîne un travail de recommencement. C'est une bonne chose. De tout, on salue le fait que les détenus puissent arriver à terme de leur peine et qu'ils soient libérés. Et donc, il y a de nouvelles personnes donc, qui remplacent ces détenus-là avec qui nous travaillons, mais qui recouvrent leur liberté. Et avec ces nouvelles personnes, donc, il faut reprendre le travail qui a été initié. Il y a évidemment la question des ressources, surtout les ressources financières pour couvrir la quantité vraiment de besoins qui sont rencontrés au niveau de la prison. En termes d'opportunités, j'avais déjà évoqué la question de la confiance qui permet maintenant aux détenus vraiment de s'ouvrir, de parler véritablement des difficultés qu'ils ont, des problèmes qu'ils ont en lien avec les questions de santé, surtout la thématique IST-VIH. Et donc, les discussions se passent dans un climat plus convivial. Voilà. Il y a aussi le fait que l'administration pénitentiaire est quand même à l'écoute et intervient, essaie de trouver des réponses à nos demandes dans la mesure aussi de leurs possibilités. Il y a aussi la bonne collaboration que nous avons avec l'équipe qui est en place et qui fait le travail médical. Quelques résultats issus de nos interventions. Donc, les activités de sensibilisation, en tout cas, ont permis de déconstruire les préjugés autour des questions des IST et VIH.
C'est-à-dire qu'au sein de la prison civile de Lomé, grâce aux sensibilisations, grâce à la projection des images, par exemple, les images des IST, il y a eu une prise de conscience des détenus. Parfois, il y a des gens qui souffrent des IST, mais qui ne savent pas que c'est une IST en fait. Et donc, on a constaté qu'en projetant au cours des sensibilisations des images, les différentes IST, donc les gens ont réalisé que effectivement ce qui leur arrive nécessite d'aller se faire consulter. Sinon, la plupart des détenus pratiquent plutôt l'automédication quand ils ont des problèmes de maladie. C'est quand ça s'aggrave qu'on pense à aller se faire soigner. Et ceci aussi a raison parce que quand ils vont à l'infirmerie, on leur tend très souvent des ordonnances parce que les médicaments qui arrivent ne durent pas. C'est-à-dire que les stocks sont épuisés très rapidement, donc ça décourage beaucoup de détenus à perdre le temps pour aller à l'infirmerie. Il y a aussi le fait que les détenus vont plus spontanément, voilà, en consultation IST parce que quand nous organisons les campagnes qui sont informées, nous mettons des médicaments anti-IST à disposition. Ces médicaments sont distribués gratuitement en fonction de la maladie dont ils souffrent. Et donc, ça les encourage en tout cas à aller se faire consulter. Les détenus séropositifs aussi sont informés des possibilités de prise en charge à la fin de leur peine quand ils sont libérés. Donc, les différents centres de prise en charge qui existent autour, en tout cas, de leur lieu d'habitation, on leur présente ça et ils font le choix d'aller vers telle ou telle formation sanitaire. Il y a aussi un accent qui est mis sur la lutte contre la stigmatisation et la discrimination à travers les activités de sensibilisation. Il y a la formation, la préparation de savons liquides, comme nous l'avons évoqué plus haut. Et puis, la formation des détenus exerçant le travail, le métier de coiffure sur la désinfection de matériel. Cette formation a été initiée suite à la demande même des détenus qui se plaignent de la manière dont les matériels sont utilisés par les coiffeurs au sein des prisons. Donc, quelques résultats également. Donc, les actions de sensibilisation permis touchent régulièrement 40 secrétaires des cellules. C'est-à-dire qu'on a 44 cellules. Donc, il y a au moins 40 qui participent régulièrement à nos interventions. Et ces personnes que nous touchons ont le devoir de faire la restitution à leur père dans leur cellule. Et donc, chaque thématique abordée fait l'objet de restitution plus tard par les secrétaires de cellules, ce qui nous permet quand même de toucher beaucoup de détenus. Donc, en termes de consultation et prise en charge des IST, donc 223 détenus aussi ont été touchés de mars à septembre 2024. 211 détenus ont été dépistés. Nous avons eu 3 cas positifs et 22 détenus vivant avec le VIH ont bénéficié du bilan. Donc, en guise de conclusion, nous disons que le milieu carcéral est un monde avec ses propres réalités et que les défis à relever sont énormes. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, mais quand nous avons l'occasion de contribuer à une action en milieu pénitentiaire, donc nous sommes exhortés vraiment à faire notre part. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Fabrice. Donc, je vous propose de passer sur un temps de questions. Il y a une question, pourquoi la prise en charge devrait attendre la fin de leur peine? Je pense que la question s'adresse à Fabrice. Pourquoi on doit attendre la fin de la peine pour prendre en charge les personnes atteintes par le VIH? Oui, peut-être que je ne me suis pas vraiment bien fait comprendre. C'est-à-dire que la prise en charge est effective
déjà à la prison. Mais quand la personne arrive à la fin de ses peines, quelqu'un qui a découvert qu'il est séropositif à la prison, et donc la prison, la personne est prise en charge au niveau de l'infirmerie avec les médicaments qu'il faut. Bon, maintenant, une fois que la personne a fini sa peine et doit intégrer la société, il faudra pouvoir lui assurer le continuum de soins. La personne ne devra pas revenir à chaque fois à l'infirmerie de la prison pour prendre ses traitements. Et donc, c'est dans ce sens que nous disons qu'on parle à la personne des possibilités de prise en charge qui sont offertes en dehors de la prison. Et donc, les différents centres qui existent, que ce soit des centres publics ou associatifs, pour que l'ex-détenu puisse aller pour continuer par se faire prendre en charge. J'aurais une autre question de Karimou Issa de l'association Songe, je pense, qui veut savoir si les nouveaux détenus bénéficient du dépistage lors de l'inclusion systématique, comme pour la tuberculose. Oui, c'est ce qui est prévu normalement, mais concrètement, ce n'est pas toujours le cas. Des efforts sont faits dans ce sens-là, mais il y a des nouveaux détenus qui échappent parce que quand les personnes arrivent, il n'y a pas toujours une bonne coordination. Les médiateurs ou infirmiers peut-être ne sont pas sur place. Et donc, il y a des gens quand même qui échappent hein, à ce dispositif-là. C'est pareil pour ceux qui sont, normalement, il est prévu aussi de faire le dépistage pour les détenus en fin de peine qui sont libérés, mais ce n'est pas toujours respecté pour les raisons évoquées. Il y a une autre question. Avez-vous créé un comité de pilotage qui regroupe plusieurs intervenants pour mieux coordonner le projet? Il y a plusieurs intervenants au niveau de la prison. Nous, notamment, entre associations soutenues par SIDAction au Togo, il y a Espoir Vie Togo, ACS et puis AMC, avec lesquels nous collaborons. Nous avons mis en place un dispositif de concertation, effectivement. Mais notre objectif, c'est d'aller plus loin, de mettre en place, effectivement, un comité, je dirais, pluridisciplinaire, qui englobe des gens qui interviennent sur d'autres thématiques, notamment les droits humains, par exemple, avec qui nous voulons mettre en place un cadre d'échange qui va englober tous les acteurs qui interviennent au sein de la prison pour que nos interventions puissent véritablement synergie dans nos interventions. Et donc, effectivement, ce n'est pas encore concrétisé. Les démarches sont en cours pour que ça se passe ainsi. Quel est l'apport du CNLS ou du PNLS dans ce projet et comment se fait la supervision des activités de sensibilisation? Le PNLS met aussi à contribution. Le Fonds mondial a permis d'avoir dans les prisons au Togo des pères éducateurs qui font aussi des sensibilisations. Dans ça, il y a aussi les médicaments qui sont mis à disposition des infirmeries au niveau des prisons. Et donc, ces médicaments sont dispensés aux détenus. Et il y a effectivement une équipe en tout cas pour ce qui concerne la prison civile de Lomé, le district sanitaire de Lomé, par exemple, qui fait des descentes pour faire des supervisions par rapport à tout ce qui se fait du point de vue santé. Le PNLS, effectivement, a un regard donc, sur ce qui se fait à travers les districts sanitaires. Le centre SAS voulait savoir s'il y a un lien qui est fait entre les sujets contacts de ces prisonniers PVVIH. Comme tout détenu, les PVVIH vont aussi à l'infirmerie. Ils ne sont pas
c'est avec soit l'infirmier ou l'assistant médical qu'il va dire ce pourquoi il est venu, qu'il soit PVVIH ou pas. Donc, ils se rendent à l'infirmerie. C'est d'ailleurs à l'infirmerie qu'ils ont accès à leur traitement. Et il y a des stratégies, effectivement, qui sont mises en place pour qu'ils puissent avoir le traitement sans que les autres ne sachent. Parfois, les boîtes sont changées pour que personne n'aille fouiller dans les effets du détenu en question et découvre la boîte des ARV. Donc, en tout cas, avec les médiateurs et le personnel soignant, il y a des dispositions qui sont prises pour garder l'anonymat et pour que les détenus aussi puissent avoir accès à leur traitement et tout. Il y a une question de la FEG pour toi, de Sadio Barry. Pour toi, Fabrice, je suppose. Quelle est la fréquence du travail des médiateurs ou accompagnateurs psychosociaux dans ces prisons? Pour le cas spécifique de la prison civile de Lomé, il y a une médiatrice et c'est aussi avec elle que nous collaborons fortement, qui est là presque tous les jours pour écouter, renforcer la prise en charge psychosociale. Mariam d'AKS, je suppose que c'est toujours pour toi, Fabrice, demande comment vous gérez les cas de dermatose dans vos prisons? Tous les cas de maladie sont référés à l'infirmerie. Et c'est là qu'on fait vraiment les soins. Maintenant, s'il y a des cas spécifiques qui dépassent la compétence de l'infirmerie, les détenus sont envoyés dans les centres hospitaliers du milieu. Dans le cas spécifique de la prison civile de Lomé, par exemple, les détenus sont référés au CHU, centre hospitalier universitaire de Lomé, où ils suivent des soins. Mais sinon, les détenus, quand ils ont les moyens, ils ont le droit de se faire soigner là où ils le veulent. Bien sûr, ça va se faire sous surveillance. Mais l'infirmerie ne reste pas le seul cadre où on soigne les détenus. Les détenus sont référés dans des formations sanitaires de leur choix. À défaut, le centre hospitalier universitaire pour le cas spécifique de Lomé. Johan, tu as parlé de validation de la DAP et de la DISP. Est-ce que ça suffit pas, la validation du niveau central de l'administration pénitentiaire? Est-ce que vous avez besoin encore des autorisations régionales et des établissements? En fait, c'est très dépendant du projet, de la portée du projet. Et puis, ça dépend aussi de comment on veut présenter l'action, en fait. Nous, on a voulu avoir la stratégie, notamment sur le fait de pouvoir, quand on a voulu interroger des personnels pénitentiaires, avoir la stratégie d'avoir un soutien du laboratoire d'innovation et de recherche de la direction des affaires pénitentiaires et donc de passer par l'échelon national pour redescendre, parce qu'on était dans une enquête nationale et on voulait pouvoir partir de cet échelon national, avoir un soutien de manière à appuyer notre demande qui pouvait être faite ensuite auprès de la DISP ou des établissements. Il faut savoir que sur ce genre de projet, si on veut mener quelque chose directement auprès des prisonniers, des personnels pénitentiaires, si on fait une demande simplement à une échelle locale sur l'administration et la direction d'un établissement, très souvent, par peur, parce que comme il y a une hiérarchie très stricte et pour être sûr de ne pas faire de choses qu'ils ne devraient pas faire, ça va remonter de toute façon à la direction interrégionale. Donc on a voulu nous travailler de manière à prendre le devant et que finalement les propositions des établissements qui pourraient participer viendraient de la direction interrégionale avec l'appui, l'approbation en tout cas de la direction des affaires pénitentiaires. Au final, ça n'a pas marché. Donc ça a été beaucoup de démarches et beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de résultats. Mais c'est aussi des retours que moi j'ai pu avoir de manière plus informelle en discutant avec des directeurs d'établissement qui fait que de toute façon, s'il y a une demande locale qui est faite pour un projet de recherche, ils en référeront toujours à la direction interrégionale pour être sûr que c'est bon et que cette recherche ait lieu dans leur mur. C'est des choses à penser, à anticiper, sachant que je pense que vraiment l'endroit décisionnaire va être la direction interrégionale, la DISP. Une dernière question du centre SAS Côte d'Ivoire de Ouattara. Il constate un fort taux de récidive. Comment se prépare la sortie des détenus? C'est la question par rapport aux sortants à Fabrice.
Et avons-nous des données sur le pourcentage des détenus libérés que VT a pu suivre en dehors de la prison? Oui, sur la question de la réinsertion, c'est un véritable problème. Disons qu'au sein quand même des prisons, il y a des petits métiers que les détenus apprennent. Ça fait partie de dispositifs qui existent pour qu'ils aient un métier sous la main à leur sortie de prison. Mais apparemment, ce n'est pas suffisant. Donc, c'est ce qui montre que quand les personnes sortent, ils n'ont pas forcément de repères parce que peut-être rejetés par la famille et il n'y a pas de soutien. Il ne veut pas aussi que ceux avec qui il était sachent qu'il est sorti de prison. Peut-être et il évite le regard des autres et tout ça. Et donc, ces situations font que les personnes retombent vraiment rapidement dans des délits qui les ramènent au sein de la prison. Donc, le dispositif à ce niveau, on est tous conscients que ce n'est pas ce que ça devrait être. Évidemment, il faut mobiliser peut-être plus de partenaires puisque l'administration pénitentiaire aussi dit qu'elle ne peut pas aussi tout faire en même temps. Il y a énormément de besoins. C'est dans ce sens même que, dans ma conclusion, je disais que chacun devrait vraiment œuvrer dans la mesure du possible. Quand nous avons l'occasion, n'hésitons pas vraiment d'apporter notre pierre pour régler un tant soit peu les problèmes qui sont rencontrés au sein des prisons. Et donc, sur la question des détenus séropositifs qui sont libérés, il y a plusieurs profils. Il y a des personnes qui étaient déjà dans notre file active qui se retrouvent du jour au lendemain à la prison. Et pour ces cas, quand ces personnes sont libérées, ils reviennent pour continuer leur prise en charge dans leur centre de départ. C'est-à-dire que ceux qui se savaient déjà séropositifs. Et ce n'est pas que à EVT, mais dans d'autres associations de lutte contre le VIH, en tout cas pour celles que je connais, il y a de ces cas-là où ces personnes reçoivent, mais continuent même de recevoir les ARV depuis leur centre de prise en charge avant leur incarcération. Après, il y a effectivement des personnes que nous recevons qui sont sorties de prison. Comme nous sommes en lien avec la médiatrice, et donc il y a des détenus qui vivent avec le VIH qui font déjà le choix de venir chez nous. Et donc là, il y a le lien qui est fait avec la médiatrice. Mais on a aussi d'autres personnes qui arrivent, qui ne disent pas D'autres forcément qu'ils prisons. sont des détenus, effectivement. Donc, ils font comme toute personne de la population générale qui sont dépistées, qui viennent pour la prise en charge. C'est aussi le lieu d'insister sur dans les premiers entretiens avec les personnes qui sont reçues, de poser cette question-là que Rida nous a recommandé de demander. Ce n'est pas toujours simple, mais de demander si la personne a déjà fait la prison. Donc, si elle veut en parler, c'est toujours dans le sens de pouvoir offrir un soutien déjà psychologique à la personne et également s'il y a d'autres types de besoins à satisfaire et qu'on peut faire. Voilà. Merci Fabrice, on va s'arrêter là sur les questions. Je voudrais synthétiser en 2 mots ce qui a été dit. Je voudrais d'abord remercier Johan Conan et Fabrice Allega pour nous avoir présenté et les prisons françaises et les prisons au Togo, notamment à Lomé. Ils sont à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais ils traitent tous les deux des mêmes questions. Et on voit qu'il y a des invariants qui reviennent. J'ai pris quelques notes. J'ai noté la faiblesse des stratégies de prévention de RDR partout, que ce soit en France ou au Togo. L'absence de chiffres. Je voulais poser une question à Johan sur l'absence des chiffres, mais bon, ça, on la laissera pour 2025. Sur le fait que la séroprévalence du VIH
elle est élevée par rapport à la population générale. Et pourtant, on a une absence des chiffres et on a une absence d'investissement des financeurs, alors que c'est des populations identifiées comme vulnérables. J'ai noté aussi que la différence, Johan nous a parlé de la différence de statut entre un médecin, quand il se présentait en tant que médecin, et en tant que chercheur. Et en tant que médecin, c'était plus facile. Et donc, Johan et Fabrice ont parlé des difficultés de l'accès aux prisons. On se doute, ils ont bien décrit, et notamment Fabrice, au Togo, la difficulté d'accéder à cette population. Et puis, la nécessité de définir à l'avance qui on va interroger. C'est les soignants, l'administration pénitentiaire, les surveillants, les détenus. C'est comme si j'ai noté lieu de pouvoir de l'administration pénitentiaire. C'est Johan qui l'a dit, je l'ai mis en guillemets, ça m'a beaucoup plu. C'est vrai que c'est un lieu de pouvoir, les prisons, c'est un lieu de pouvoir de l'administration pénitentiaire. J'ai noté le paradoxe, la DAP se réfugie beaucoup derrière le manque de preuves pour étayer des questions de santé, mais peu de recherches sont admises en prison. On va avoir pas de preuves puisque on a aussi peu de recherches. J'ai noté le problème de la réinsertion des sortants de prison, surtout au Togo, où la moitié des gens récidivent, des sortants de prison récidivent. J'ai noté aussi, Fabrice a parlé de l'enquête de 2022 du Programme national de lutte contre le sida, qui a fait beaucoup de recommandations sur les détenus, mais voilà, il va falloir enfoncer le clou actuellement. La question du dépistage, sensibilisation, c'est un véritable enjeu en prison. La question des partenariats, parce que c'est vrai qu'une association de santé, elle doit faire de la santé, elle ne doit pas s'occuper de l'hygiène, des kits alimentaires, etc. Le fait de déconstruire les préjugés, c'est un vrai enjeu. Et le problème qui est consensuel à la prison, c'est la question de la surpopulation carcérale. Partout, c'est un vrai enjeu. Et on voit que la surpopulation carcérale, elle pénalise l'administration pénitentiaire dans la prise en charge des détenus. Parce que la prison, ça sert à organiser, préparer la sortie de prison. Et malheureusement, par manque d'effectifs, parce qu'il y a une surpopulation carcérale, ce n'est jamais possible. Et donc, c'est un véritable enjeu pour les gens de pouvoir faire des partenariats pour répondre aux priorités des détenus qui ne sont pas identiques aux priorités des associations qui interviennent. Je voudrais m'arrêter là et remercier aussi Thibaut Boudon, qui est responsable de la recherche opérationnelle à SIDAction, sans qui ce webinaire n'aurait pas pu se faire. Et surtout, il a introduit, il a animé et surtout sur le volet technique, c'est lui qui s'est occupé de tout. En 2025, on compte mettre en place des webinaires sur la prison et donc vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous voulez. On prendra le temps. Et puis, je vous remercie d'avoir été là, de vous être inscrit, d'avoir participé à ce séminaire. Je vous remercie et on se quitte à ce moment. Merci.